Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce webinaire intitulé « Quelle implication du management dans le dialogue social ?» Nous avons construit ce webinaire avec l'association Réalité du dialogue social, que je remercie à travers sa directrice Maud Stéphan pour la qualité du partenariat que nous sommes en train de tisser au service des entreprises et du dialogue social. Avant de vous présenter le déroulé de ce webinaire et de laisser la parole à Maud Stéphan, je vous dis un petit mot sur l'ARACT et ses missions. Ses principales missions sont effectivement de promouvoir l'amélioration des conditions de travail et la performance des entreprises en activant le levier de l'organisation du travail et des relations professionnelles. Et puis, notre mission est également de concevoir et de diffuser des méthodes et outils pour concilier durablement qualité de vie au travail et performance dans le cadre de sollicitations que les entreprises peuvent nous faire, notamment les TPE-PME. Ce webinaire s'inscrit dans la semaine pour la qualité de vie au travail. C'est une institution maintenant du réseau ANACTARAC, puisque chaque année, au mois de juin, nous lançons cette semaine dans toutes les régions et également au national. Cette année, le thème de la semaine, c'est le collectif de travail, le travailler ensemble. Et donc, cette thématique peut effectivement se décliner de différentes façons. Et vous verrez pendant toute la semaine un certain nombre de webinaires vous sont proposés autour de cet enjeu du travail d'équipe, travailler ensemble, collectif de travail. Et puis, la semaine de qualité de vie au travail est aussi toujours l'occasion de mettre en avant les entreprises et surtout de les laisser témoigner de leur expérience, de leurs pratiques innovantes et elle aura l'occasion de se présenter, mais d'ores et déjà, je tiens à remercier Madame Duhamel, qui est DRH de l'entreprise DLPK, une société d'ingénierie financière à Paris et à Lille, et vous aurez l'occasion d'entendre son témoignage plus avant. Je passe la parole à Maud Stéphan pour présenter l'association Réalité du dialogue social. Oui, bonjour, merci Laurence. Je suis ravie qu'on co-organise, co-anime ce webinaire entre l'ANACT et Réalité du dialogue social, puisque nous sommes sur des sujets très complémentaires. Conditions du travail, qualité de vie au travail pour l'ANACT, promotion du dialogue social pour nous, et l'un ne va pas sans l'autre. Le dialogue social est facteur de nos membres sont convaincus du fait que le dialogue social est facteur de développement durable de l'entreprise, mais aussi du bien-être des salariés. Donc, des salariés, des agents dans la fonction publique, et puis d'une façon plus générale, des citoyens. Un bon dialogue dans un pays est plutôt est souhaitable. Mais la période pandémique l'a encore montré sur la période que nous traversons malheureusement encore l'a démontré sur la pertinence du dialogue social. Les acteurs sociaux, tout le monde s'accorde à le dire, se sont mobilisés sur les mesures sanitaires à mettre en place, sur les solutions à trouver pour la protection des salariés, des agents en fonction publique. Donc, les managers ont aussi été sursollicités pendant cette période. Donc, c'est vrai que ça fait encore un bagage à leur mettre à leur actif dans leur fonction et d'où le thème aujourd'hui de notre webinaire. Alors, avant de laisser la parole pour la suite, juste dire un petit mot sur notre association qui, effectivement, est la promotion du dialogue social, la vocation et de la promotion du dialogue social avec notre particularité, c'est de réunir des membres à la fois des directions d'entreprises, de structures publiques, mais aussi des représentants des salariés, donc toutes les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, mais aussi associations, fédérations professionnelles et autres. Et depuis quelques années, nous déclinons nos activités en région et je suis ravie que Diane Dubruel et Thierry de Trio, donc membres de l'association depuis de nombreuses années, pilotent finalement ce nouvel
antenne ou délégation régionale. On a démarré en janvier, donc c'est tout récent. Et merci beaucoup aux ARACT Hauts-de-France et Normandie de nous soutenir dans ce déploiement. Voilà. Donc, bon webinaire et merci, merci encore. Et on se retrouve, oui, à la fin. Merci Maude. Alors, comment va se dérouler ce webinaire? Donc, dans un premier temps, Marie-Hélène Copy, chargée de mission à l'ARACT Hauts-de-France, vous présentera quelques points de repère sur le rôle du management dans le dialogue social et surtout dans le contexte actuel, à partir de 2 enquêtes tout à fait récentes qu'elle pourra développer et dont elle pourra tirer les enseignements. J'en ai déjà dit un mot. Ensuite, vous aurez un témoignage d'entreprise. Madame Duhamel, qui est DRH de l'entreprise DLPK, s'entretiendra avec Diane de Burel-Motte, qui donc, Maud l'a rappelé, pilote le déploiement de l'association Réalité du dialogue social en Hauts-de-France. Et donc, voilà, ce témoignage sera dynamique voilà, comment dire, dynamique en questions-réponses qui pourra être envoyé à Madame Duhamel. Et puis enfin, Florent Dubu, qui est chargé de mission à l'ARACT Normandie. Et d'ailleurs, je remercie l'ARACT également de cette collaboration, l'ARACT Normandie, de cette collaboration pour ce webinaire. Donc Florent mettra en perspective les questions de management dans le dialogue social et surtout avec un focus sur comment impliquer le management dans le dialogue social. Voilà, et puis à la fin du webinaire, on vous sollicitera pour un petit sondage. Donc restez jusqu'au bout. Et puis nous vous enverrons effectivement dans le chat le lien sur le site de l'entreprise DLPK et le lien pour vous diriger sur le site de Réalité du dialogue social. Je passe la parole à Marie-Hélène sur les enjeux de l'implication du management dans le dialogue social. Très bien. Alors, bonjour. Alors, si on a un regard un peu maintenant rétrospectif, on voit que la crise a mis à rude épreuve ce travailler ensemble qui est le thème de la SQVT de cette année. Et on repère quelques enjeux au sortir de cette période pandémique. Je m'avance peut-être un petit peu, mais c'est une ambition. Et finalement, on peut se poser les questions, quels ont été les rôles, pour avoir un peu une approche rétrospective et prospective, quels ont été les rôles et places des 2 acteurs du dialogue social durant cette période, le management, le CSE, du dialogue, pas seulement social, mais du dialogue dans l'entreprise. Comment ont-ils fonctionné, quelles difficultés ils ont rencontrées? La question centrale, c'est de savoir si la période a été facteur d'apprentissage, de nouvelles façons de travailler ensemble, voir, c'est ça qui est important, un accélérateur. Si oui, quels apprentissages on a pu faire? Et puis finalement, est-ce que cette période redessine la place de chacun? Management, CSE, sans court-circuitage au regard du fonctionnement du dialogue social à la française, pour une complémentarité des 2 canaux qui sont à la fois de management et CSE, de remontée, de descente et de traitement de l'information, et pour ce qui préoccupe aussi le réseau ARACT, pour travailler sur les enjeux liés de performance et de qualité de vie et de conditions de travail. Pour ça, la question est de savoir si finalement ces évolutions sont réelles et pérennes dans le temps sur toutes ces dimensions. Pour ça, il y a deux études, on va dire un sondage, une consultation et puis après des entretiens qu'on a pu faire déjà en REX dans diverses entreprises qui nous permettent d'avoir ces questionnements. Puis on aura un témoignage à la fin. Une première étude qui a été faite, un sondage qui a été fait par OpinionWay auprès de 512 managers d'entreprises de plus de 10 salariés et du privé. Il y a eu 2 grosses questions. C'est finalement, la première question, c'est est-ce que finalement ils ont l'impression que leur position a évolué depuis le début de la crise? Et au regard de 3 dimensions phares, c'est à la fois la question de l'autonomie. Est-ce qu'ils ont eu l'impression qu'ils ont eu plus d'autonomie? Est-ce qu'ils ont eu l'impression qu'ils ont eu plus de considération au sein de l'entreprise? Et est-ce qu'ils ont aussi l'impression qu'ils ont eu plus de pouvoir au sein de l'entreprise? Ce qu'on constate, bon, si on regarde le gris, c'est ni plus ni moins.
globalement, majoritairement, sauf sur l'autonomie où on voit que 39% disent qu'ils ont eu plus d'autonomie durant cette période. Il y en a aussi 24% qui disent qu'ils ont eu plus de pouvoir de décision sur la période et 23% qui considèrent avoir été différemment considérés, mieux considérés par la direction. Et vous avez quand même 12% des répondants qui disent que ça a été plus favorable sur ces 3 points, autonomie, considération et pouvoir de décision sur la période. On voit donc qu'il y a eu un gain, on va dire, et que le management a accru et développé qualitativement aussi son intervention, plus d'autonomie, de pouvoir de décision et d'organisation du travail. C'est quand même tempéré. Si on regarde après la déclinaison sur certains points, on voit, bon, là c'est pas les chiffres, mais on les a un peu observés et étudiés avant pour cette présentation. Ce sont finalement les plus jeunes qui disent avoir plus d'autonomie, plus de pouvoir et plus de considération. Donc, on peut se demander si finalement, pour eux, la période n'a pas été un accélérateur d'apprentissage, hein, de ce qu'on acquiert aussi avec l'expérience, tous les modes dégradés qu'on peut rencontrer au cours d'une carrière. On constate aussi que cette croissance de l'autonomie s'observe chez les managers N-2 ou N-3 et moins chez les N-4 et les N-5, c'est-à-dire là où les managers sont encore proches des instances stratégiques. Et on constate aussi que c'est plus présent dans les services que dans l'industrie. Donc là où c'est peut-être moins l'organisation et le travail est moins structuré par on va dire les machines, hein, le capital matériel. Et on constate effectivement que cette autonomie est accrue là où il y a eu des collaborateurs absents à cause du Covid. Donc, on voit bien que c'est aussi l'aléa, le mode dégradé qui a permis aussi ces apprentissages. Et chose non négligeable, mais que j'ai souhaité mettre en évidence, c'est que les femmes expriment plus d'autonomie, plus de considération, plus de pouvoir durant cette période. Si on a une petite approche historique, on peut se dire que finalement, c'est des périodes un peu difficiles, hein, où peut-être les femmes peuvent éprouver et prendre un petit peu de la place dans les entreprises. C'était une petite assise, mais ça méritait d'être noté puisque le sondage le fait apparaître. Deuxième question qui a été posée aux managers, une question forte, c'est est-ce que finalement, ils ont rencontré plus de difficultés. Globalement, je vous invite à regarder que la partie vert foncé à droite. Vous voyez qu'effectivement, vous aurez de toute façon le support à la fin. Ils ont rencontré plus de difficultés, plus de complexité de leur travail liées aux contraintes sanitaires pour 73%. Après, lié à la variation de l'activité due au confinement pour 67%. Pour 63%, vient aussi la question des injonctions venant de la direction. Et pour 47%, mais là on voit bien que c'est aussi le clivage peut-être industrie-service qui fait apparaître un pourcentage moindre à cause pour gérer le télétravail. Là aussi, finalement, ce qu'on constate, c'est que les difficultés ont été renforcées et on rencontre encore il y a une approche un peu différenciée de nouveau entre industrie et service. Ces difficultés sont plus présentes dans l'industrie que dans les services, ce qui permet sans doute de supposer qu'il y a une corrélation avec, la structure induite par les investissements matériels. Et là, par contre, ce sont les N-4 et les N-5, donc les managers vraiment de proximité, de premier niveau, qui ont été plus en difficulté sur la période. Donc, très certainement, c'est eux qui ont dû à gérer en direct ces choses-là. Et puis là aussi, quand il y a eu des problématiques de collaborateurs absents à cause du Covid. Ce qui est important quand même de dire, si on complète cette approche par sondage de REX qu'on a pu déjà élaborer tous, hein, je pense, tous les intervenants autour de la table, sur les répercussions managériales de la période, on peut faire le constat dans un entretien qualitatif qu'ils ont dû gérer sur le terrain, parfois dans l'urgence et arbitrer. Ça, c'est quand même
un élément fort des situations dégradées. Ils ont aussi été souvent un interlocuteur privilégié. Le premier, je ne sais pas, mais un interlocuteur privilégié des directions pour la mise en place du plan de reprise d'activité ou de continuité de l'activité. Et ils ont été confrontés à des situations singulières. Ils ont dû inventer aussi en termes de modalités relationnelles quand on a avec le management à distance. Et là, très certainement, Tiffaine Duhamel pourra s'exprimer sur le sujet. Et on a eu récemment au sein du réseau Anactaract Monsieur Deschessart qui a fait une conférence un petit peu cette période, qu'est-ce qu'elle nous apprend sur le management. Il est arrivé à la conclusion finalement que cette période a permis aussi aux managers de retrouver une proximité avec les équipes et une légitimité. Finalement, s'il y a quelque chose, un point fort qui a été observé durant la période, c'est ça, un management moins déconnecté des réalités. La question qui se pose, c'est quelle pérennité pour demain? Donc, ce point de vue-là, côté manager, on a ces éléments-là. Et si on met en parallèle après avec la consultation de l'ANACT auprès des acteurs du dialogue social dans l'entreprise, il y a eu là aussi une consultation qui a été faite du 12 janvier au 27 février auprès de 1415 acteurs du dialogue social sur finalement comment ça s'est passé durant la crise. On voit que de leur côté, ils disent que les sujets qui ont été le plus traités durant le dialogue social, et sans que ça nous étonne, c'est le plan de continuité de l'activité sont suivis pour 77%, les ajustements de l'organisation liés à la crise, les modalités de télétravail et la rémunération, entre autres les primes Covid. Et là, on vous a mis en grille, entre parenthèses, les résultats pour les Hauts-de-France parce qu'ils sont un petit peu différents. On voit que la question des ajustements de l'organisation était moins présente et par contre, elle est supplantée par la question de la rémunération. Après, on peut s'interroger aussi sur la nature du tissu économique des Hauts-de-France qui est peut-être plus industriel, donc plus de rigidité ou alors plus de fermeture durant la période et donc moins de recours aussi au télétravail. Et finalement, ce qu'on constate, c'est que les répondants nous disent, les représentants du personnel nous disent qu'ils ont été à 84% beaucoup plus impliqués, très impliqués et ont contribué au recueil, au relais, à la résolution des difficultés. Donc, vous voyez, parallèlement aux managers qui aussi ont été impliqués, les acteurs du dialogue social institués évoquent la même chose. Et en national, il y en a 44% qui disent que finalement, ils ont eu des réunions à un rythme plus soutenu. Ou au moins 36% à un rythme équivalent. Et là aussi, écart, on l'a fait pas apparaître, mais je vous le dis de vive voix, écart dans les Hauts-de-France où finalement il y a eu moins le dialogue a été identique pour 51% et puis beaucoup moins de répondants disent qu'il a été plus soutenu. Donc, un dialogue social institué peut-être un peu moindre durant la période en Hauts-de-France. C'est un élément qui sera sans doute important à étudier pour la suite. Et au final, que retient-on, que nous disent ces acteurs du dialogue social institué? C'est finalement en termes de relations sociales, ça évolue en demi-teinte. 68% disent que la qualité de relations sociales dans l'entreprise n'a pas évolué. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on va en faire alors que ça a été une période dégradée. Et 21% disent que finalement, les relations sociales sont plus dégradées. Donc on sait bien qu'il y a eu des problématiques de conflictualité, retravailler ensemble, comment travailler quand il y a des trous dans la raquette, quand certains sont en télétravail, d'autres présents sur site, certains en garde d'enfants, d'autres en situation de Covid. Quoi qu'il en soit quand même, si on décline un petit peu, on voit que les relations sociales se sont un petit peu améliorées dans les entreprises qui ont fait des investissements un peu plus forts en termes de dialogue social et de moyens mis à disposition. Et ensuite, et demain, on leur a posé la question, et demain? Eh bien, demain, il y a des choses qui émergent, c'est que 76% des répondants disent qu'il y a de nouveaux besoins techniques qui ont été identifiés. Entre autres la visio qui a été mise en place. 69% des répondants disent qu'il y a de nouveaux sujets qui ont été identifiés, qui devront être travaillés dans le cadre du dialogue social. Et puis 67% disent qu'il y a aussi des besoins de montée en compétences. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra arriver à traiter il faudra y répondre pour que le dialogue social soit aussi de qualité et en capacité de répondre aux attendus. Ouais.
la question qui se pose maintenant, donc il y a eu des évolutions côté management, côté dialogue social institué, eh bien, quel apprentissage et quels apprentissages ont-ils été effectifs et quels apprentissages pérennes pour demain? Et là, il est important de passer la parole à une entreprise qui témoignera des DLPK. Bonjour à toutes et tous et merci Marilène pour cette introduction. Donc Diane Dubreuil, je suis ravie aujourd'hui de pouvoir échanger sur ce thème en qualité de membre de réalité du dialogue social, hein, dont on déploie aujourd'hui l'association en Hauts-de-France. Alors comme le disait Maude, c'est un début, mais voilà, nous sommes déjà en partenariat aujourd'hui avec la NACTARACT, ce qui est pour le dialogue social et pour les échanges déjà un succès. Donc, merci pour cette participation à votre semaine de la QVT. C'est un vrai plaisir. Et mon deuxième plaisir aujourd'hui, c'est de partager ce moment avec Tiffaine Duhamel, DRH de chez DLPK. Donc, on va vous mettre, on a eu des petits problèmes techniques sur la slide de présentation, pour ne pas se mentir. Donc, on va vous mettre dans le chat les références du site, voilà. Et je vais surtout laisser Tiffaine se présenter avant de rentrer dans le cœur du sujet. Merci Diane, ravie également de partager ce moment avec vous tous et bonjour à tous. Donc DLPK, rapidement en quelques mots, c'est une entreprise d'ingénierie financière qui conçoit et distribue essentiellement des solutions d'épargne en B2B2C. Donc, nos clients sont plutôt des conseillers en gestion de patrimoine ou des institutionnels. Et nos produits sont des produits d'assurance vie, de compte titres, de prévoyance. Et nous avons aussi une société de gestion. DLPK, pour vous donner un peu le périmètre, c'est aujourd'hui environ 250 collaborateurs répartis entre Roubaix et Paris. Super. Alors, on va rentrer dans le cœur du sujet, Tiffaine. On a évoqué, donc Marilène a évoqué les sondages qui mettent en lumière aujourd'hui un management quelque peu éraillé par les modifications d'organisation, hein, qu'on a tous connues, mais eux les premiers ces derniers mois, avec un management de proximité, on l'a vu notamment dans le service, qui se sentirait plus autonome, mais aussi plus responsable. Aujourd'hui, on a quel constat chez DLPK après ces quelques mois de recul? Alors, ce qu'on constate, c'est que je rejoins Marilène qui l'a dit il y a quelques minutes, c'est que finalement, la crise Covid a eu un impact extrêmement favorable, je trouve, et en tout cas à l'échelle de DLPK, sur le management. On parle de responsabilisation, d'autonomie. Alors, l'évolution et la modernisation du management ces dernières années est un fait. On sait que les méthodes de management évoluent au fil des ans et avec l'évolution de notre société. Néanmoins, c'est toujours très vrai dans la philosophie. Il y a beaucoup plus d'inertie dans la pratique. Et on a très clairement constaté que cette crise Covid, elle avait pu justement accélérer ces mutations que nous, RH, on essaye d'opérer depuis déjà un bon moment. Et du coup, cette autonomisation et cette responsabilisation managériale a permis justement d'accélérer cette dimension et cette relation, entre guillemets, vous me permettrez du terme, moins judéo-chrétienne de nos organisations avec des organisations qui se sont un peu déhiérarchisées, ce qu'on essaye de mettre en place, mais ce qui culturellement n'est pas forcément toujours évident. Notre histoire fait que on reste, même si on a toujours le vœu pieux d'aplanir nos organisations, on reste dans des organisations qui sont toujours très hiérarchisées. Et du coup, la crise Covid a obligé les comités de direction, les COMEX et aussi les managers à lâcher un peu du lest, à faire confiance. Et il y a vraiment eu un impact extrêmement favorable justement sur la relation de confiance qui s'opère et qui du coup génère effectivement ce sentiment de plus d'autonomie et de plus de responsabilisation. Relation de confiance qui est un élément indispensable justement à la modernisation des méthodes de management. Moi, j'aurais vraiment aimé, et c'est peut-être un message que je lance, aimer avoir aussi le feedback des équipes, parce que je suis convaincue aussi que ce sentiment d'autonomie et de responsabilisation
en tout cas je l'espère, a été vécu de la même manière par les équipes, puisque de toute façon, il a fallu s'adapter. Vous n'avez plus les équipes à proximité, vous perdez du grip, vous perdez de la, du contrôle. Et la perte de contrôle permet justement cette mutation. Et ça, nous, on l'a vécu en tout cas chez DLPK comme un vrai vecteur de modernisation et de faire bouger les postures de nos managers. Super. Donc, à t'entendre, effectivement, finalement, la période qu'on a vécue a accéléré une tendance jusqu'alors quelque peu théorique, en tout cas qu'on essayait de mettre en œuvre, mais sur laquelle il était un peu difficile, ou en tout cas, sans être difficile, pas facile, voilà, de mettre en œuvre, c'est plus positif. Alors, pour en avoir échangé préalablement avec toi, vous avez quand même, dès la sortie, j'allais dire, dès les premiers mois, mis en place et en pratique des, on va dire, des pratiques. Des actions. Voilà, des actions tout à fait. Assez innovantes, même très innovantes, alors que tu as porté en qualité de DRH, mais que finalement, l'intégralité des parties prenantes au dialogue social, alors comme tu l'appelles, le dialogue social avec un grand S, au sein de l'entreprise. Donc, dans un premier temps, parce qu'il y en a eu plusieurs, il y en a eu beaucoup, on voit que c'est dynamique. Voilà, Laurence nous a introduit comme un échange dynamique, mais je pense que ça résume bien aujourd'hui le dialogue social chez DLPK, puisque dans un premier temps, et face à la prise de conscience finalement de ce qui était en train de se passer, vous avez mis en place sur le terrain des outils pour avoir une remontée d'informations, j'allais dire, assez transverse et globale. Tu peux nous en dire quelques mots et nous expliquer un petit peu ces actions ? Alors oui, quand on se retrouve tous le 16 mars, je crois, à distance, qu'on ne se voit plus, la notion de dialogue et la notion de garder le lien avec les équipes demeure un élément clé dans nos entreprises, un élément clé du bien travailler ensemble, mais aussi de la performance économique. Et du coup, on a très vite mis en place une version maison, une version DLPK du dialogue social. Alors, innovante, je ne sais pas, mais en tout cas, notre vœu a été de rester au plus près des équipes au travers, entre autres, de deux outils qu'on a développés. Un outil qui est une enquête flash de 4-5 questions qu'on faisait environ tous les 2 mois au début de la crise et puis qu'on a espacé tous les 3 mois quand on se retrouvait un peu plus au bureau. Ces enquêtes flash permettaient déjà de savoir comment allaient nos équipes, comment elles vivaient cette situation, à la fois dans leur relation au travail, mais aussi dans leur vie personnelle. Il n'y a plus vraiment de dichotomie entre la vie pro et la vie perso, qui plus est quand vous faites votre visioconférence dans votre salon avec vos enfants autour de vous. Donc, importance d'avoir justement de sentir le pouls des équipes et de pouvoir réajuster nos actions managériales, les actions aussi qu'on entamait avec le CSE. On a rendu le CSE très partenaire de ces enquêtes flash parce qu'ils sont au même titre que le management une courroie de distribution de ces actions. Voilà, donc ça nous a permis, on les a interrogés aussi sur quand on pouvait mettre en place des rythmes différents de télétravail, le nombre de jours qui pensaient adéquat. On a interrogé les managers sur justement la manière dont ils vivaient le management à distance et ce qui potentiellement pouvait leur manquer. Et on a aussi interrogé les collaborateurs sur la manière dont ils vivaient le fait d'être managés à distance. Donc on a eu beaucoup d'informations très intéressantes. Et en parallèle, on a aussi créé, qui est lié oui et non à la crise Covid, mais qui a pris tout son sens avec la crise Covid. On a créé un laboratoire RH. En fait, quand on met en place des actions RH, on fait appel à notre bon sens de nous, direction des ressources humaines, à nos connaissances, voilà, globalement. On fait écho aussi au feedback du CSE, on fait écho au feedback de nos managers, mais finalement, on s'est dit c'est aussi important d'être toujours,
d'être toujours plus près du terrain. Alors, ça ne veut pas dire que tous ces feedbacks et toutes ces informations-là, on ne les prend pas en compte, mais en tout cas, on a décidé de les compléter avec un Lab RH. Alors, un Lab RH, c'est quoi? C'est un groupe de collaborateurs, plutôt non managers, idéalement, sur la base du volontariat qui, un peu, sont notre laboratoire de test and learn des actions RH. Donc, à la fois, on leur soumet ce qu'on aimerait mettre en place potentiellement dans le cadre du dialogue social ou dans le cadre des actions qu'on aimerait faire évoluer ou développer au sein de l'entreprise. On récolte, bien entendu, aussi leur retour, ce qu'ils entendent sur le terrain, ce que les équipes leur disent, ce qui nous permet d'orienter au mieux nos actions et notamment quand on est par exemple en NAO avec le CSE, ça permet aussi d'être plus pertinent sur ce qu'on va proposer et plus proche du terrain. Donc ça, c'est une source d'information complémentaire qui est extrêmement intéressante. Et puis ça nous permet aussi parfois de tester auprès d'eux des actions qu'on aimerait développer à plus grande échelle, mais sur lesquelles on n'est pas sûr de la pertinence. Et donc, ils peuvent servir aussi de test et nous faire un retour tout à fait transparent sur ce qu'on aimerait mettre en place avant de le déployer à l'échelle de l'entreprise. Ça évite d'avoir des a priori. Souvent, on peut avoir des a priori. Nous, RH, on met parfois en place des actions. On s'imagine qu'il va y avoir un effet waouh, ça va être dingue, ça va super bien marcher. En fait, ça marche pas du tout. On est hyper déçus. Et puis, à l'inverse, quelquefois, on met en place des actions, on se dit, bon, là, on n'est pas sûr, et puis là, ça marche très fort. Du coup, pour éviter justement ces a priori qui sont parfois souvent tronqués par notre regard ou par le regard d'un petit groupe, soit le manager, soit du CSE, on s'assure, alors ça ne veut pas dire qu'on tombe dans le mille avec ce Lab RH, mais on s'assure de rajouter un élément objectif, en tout cas, aux orientations qu'on pourrait prendre pour qu'elles soient le mieux accueillies par nos équipes et en tout cas qu'elles correspondent le plus à leurs besoins. Super. Et donc, de nos échanges, il en est ressorti que finalement, une des actions, tu parlais d'actions à développer au sein de l'entreprise qui était finalement mise en exergue avec ces remontées d'infos hyper transparentes, était assez fidèle, je pense, à tes convictions et aux convictions qui sont portées par DLPK, à savoir la place du manager et l'évolution de la place du manager, et on l'a dit, qui a été encore plus accélérée avec la période Covid. Et là, vous avez une pratique, alors pour le coup, qui est innovante. Les autres l'étaient peut-être moins, mais celle-là est quand même super innovante, puisque finalement, vous décidez de coécrire une charte sur la culture managériale chez DLPK et vous réunissez l'intégralité des acteurs, sans tabou, je crois, ou en tout cas sans trop de tabou, pour redéfinir, et on en parlait, c'est un sujet central et qui a d'ailleurs été vachement mis en exergue avec les sondages, les responsabilités et le rôle de chacun des acteurs, et pas seulement du manager, mais du manager aussi. Donc, outre la méthode qui est relativement originale, sur le fond et sur le management de demain, aujourd'hui, qu'est-ce que cette coécriture finalement et ces actions tentent à définir? Alors oui, on a initié en fait ce projet de réécriture de notre culture managériale déjà avant le Covid. Pour le constat que j'ai fait en préambule, c'est-à-dire entre le vœu de moderniser le management, d'avoir un management moins hiérarchique, et la réalité, on voyait qu'il y avait quand même un grand pas. Même chez les jeunes managers, dont on pouvait imaginer qu'ayant envie d'être managés différemment, ils allaient manager différemment. Ce n'est pas forcément le cas. La crise Covid a forcément accéléré cette volonté et en début d'année, on a engagé une démarche d'écriture de notre culture managériale qui émane d'une démarche initiale d'écriture de notre vision, de notre mission, de nos ambitions à 5 ans. Et on s'est dit, pour répondre à nos orientations stratégiques, mission, vision, il faut adopter, au-delà de compétences, une posture qui soit adaptée aux ambitions qu'on s'est écrites. Pour ce faire, alors, on a un postulat chez DLPK, c'est que la relation managériale n'est plus
le fruit de la responsabilité unique du manager. On a tendance à faire porter au manager la responsabilité de la qualité de la relation managériale. Et ça, c'est extrêmement anxiogène, et on parle de QVT quand vous êtes, entre guillemets, le seul responsable de ce qui va bien se passer ou pas bien se passer, alors de manière explicite, mais très souvent de manière implicite, c'est porter un lourd poids sur ses épaules. Donc nous, on est déjà parti du postulat de base que la réussite d'une relation managériale, dans relation managériale, il y a avant tout relation, c'est le fruit de la posture de deux individus qui vont converger vers un seul et même objectif, c'est déjà que la relation se passe bien, pour que la relation se passe bien et qu'elle puisse générer la performance de nos entreprises. Donc, dans l'écriture de cette culture managériale, on a associé des collaborateurs, autant de collaborateurs que de managers. Et on a écrit notre culture managériale non pas en comportements managériaux. Déjà, on a écrit des choses très pragmatiques et pas des vœux pieux. Il faut être... Ça coupe. Alors, petit problème technique. Je vais inviter Tiffaine à prendre ma place. Je vais la chercher, elle pourra finir. Me revoilà. Donc, on était sur les vœux pieux. Voilà. Vas-y, Tiffaine. Est-ce que vous m'entendez? Ça va? Oui, on vous entend. Pas de souci. Donc, on a écrit des choses très pragmatiques, très factuelles, et on a décliné tout ça moi, en tant que collaborateur, quelle posture je dois adopter dans cette relation managériale, et moi, en tant que manager, quelle posture je dois adopter dans cette relation managériale. Ce qui permet à chacune des parties de contribuer favorablement justement à la qualité de cette relation. On parlait de responsabilité, d'autonomie. La responsabilité et l'autonomie du manager sont indispensables, mais il est indispensable aussi que le collaborateur se sente responsable et autonome dans l'exercice de ses fonctions. C'est ce qui générera aussi, on le sait très bien, son épanouissement et justement sa qualité de vie au travail. Voilà, donc étonnamment, ce qui ressort de tout ça, on constate quand même que les choses bougent. Hein. Il y a des vrais des éléments qui mutent. Alors là encore, hein, c'est pas nouveau, mais c'est vraiment formalisé avec beaucoup d'importance. La notion de sens, de sens pris, de sens donné aux décisions de l'entreprise, de sens donné, quel sens a mon action managériale, pourquoi je fais ça. Alors là encore une fois, vous allez me dire oui, dans la théorie c'est vrai, dans la pratique c'est quand même difficile. Hein. Nous, on forme aujourd'hui nos managers pour qu'ils soient vecteurs de sens et vecteurs du sens de chacune de leurs actions. Le sens et puis aussi la contribution à la création de valeur. C'est un autre des éléments qui est ressorti très fortement, c'est que moi, collaborateur, quel que soit le maillon de la chaîne de création de valeur de l'entreprise, de quelle manière je contribue et quelle pierre j'apporte à cet édifice. Et ça aussi, c'est extrêmement important et je fais encore écho à la qualité de vie au travail. Quand vous levez le matin pour effectuer une tâche, c'est pas pareil que quand vous levez le matin pour contribuer à quelque chose de plus fort que vous. Alors, je prends souvent un exemple qui est assez basique, mais entre l'ouvrier qui travaille sur une chaîne de fabrication des Airbus et qui va vous dire, moi, qui va raconter le samedi soir son métier et qui va dire, moi, je mets des boulons toute la journée sur une chaîne de fabrication, voilà, qui a pour vocation à fabriquer des avions. Je pense que ça fait moins rêver que s'il dit, moi, je contribue tous les jours à rapprocher des familles qui sont aujourd'hui éclatées dans le monde. Les enfants font facilement leurs études à l'étranger. On peut ne pas voir ses enfants pendant des années et moi, je contribue justement à permettre à ces familles de se regrouper en construisant des avions de plus en plus performants et qui permettent de voler 12, 18, 20 heures et de rapprocher des familles qui potentiellement sont en Europe avec des enfants en Océanie. Voilà, donc
On a vraiment vocation à construire ce management. Enfin, quand je dis on a, c'est nos collaborateurs ont vraiment envie d'avoir aujourd'hui et de vivre aujourd'hui un management plus vecteur de sens à la fois dans les décisions qu'ils ont prises, mais à la fois dans ce qu'ils font. Et pour travailler dans la finance, qui est un métier en plus qui a pas toujours extrêmement bonne presse, le sens a d'autant plus de sens, sans vouloir faire de trop de répétitions, mais voilà, c'est hyper important pour nous. Et je reviens aussi sur un élément rapidement, c'est que on parlait de la responsabilité des managers qui pesait sur les épaules des managers. Nous, on observe aussi que cette responsabilité que doivent endosser les managers parfois, cette toute puissance finalement qu'on leur donne dans le cadre de la relation managériale, ne fait plus naître de vocation. C'est-à-dire qu'avant, être manager dans une entreprise, c'était le Graal, c'était valorisé socialement. Aujourd'hui, les jeunes générations qui arrivent sur le marché, moi je les vois en entretien quand je leur évoque, quand je leur parle de projection. Alors déjà, ils se projettent à assez court terme, mais néanmoins, ils n'ont pas forcément envie, voire pas du tout envie d'être manager et pas du tout envie d'endosser ce costume. Et quand on creuse sur les raisons pour lesquelles ils n'ont pas du tout envie d'endosser ce costume, c'est qu'ils sont pas du tout habités par l'envie de contrôle, l'envie de pouvoir. Voilà, eux, ils n'ont pas envie de devoir porter ce degré de responsabilité qu'on a attribué à leurs précédents managers. Ils n'ont pas envie de les remplacer, bien au contraire. Ils ont plus envie de collaboration, de co-construction et d'être plutôt sur un pied d'égalité. Merci Tiffany pour ce témoignage sincère et dynamique. Voilà, avec des problèmes techniques comme les webinaires nous en offrent parfois et nous nous en excusons. Je pense qu'effectivement, ce qu'on retient chez DLPK, c'est la réunion de toutes les parties prenantes aujourd'hui, d'où le dialogue social avec un grand S. Toutes les parties sont là pour co-construire ce dialogue social et donner du sens à leur rôle, donner du sens à l'entreprise également et participer finalement à ce projet du dialogue social et de l'entreprise. Je ne sais pas s'il y a des questions puisque je ne suis pas devant l'écran. Alors, il y a une question de Marilène, je crois, comment pérenniser ces évolutions? C'est bien ça. Pérenniser ces évolutions, ça va passer par beaucoup d'actions de formation, d'accompagnement. Au-delà, l'écriture de la culture managériale, ça va être, c'est un élément, par exemple, c'est un des éléments d'une chaîne qui va durer, puisque fort des enjeux qui vont être définis, on va accompagner l'ensemble des managers, l'ensemble des collaborateurs via des actions de formation. Alors encore une fois, formation avec un grand F. Formation, c'est du co-développement, c'est du mentoring, c'est des webinaires, c'est des conférences, c'est pas que quelqu'un dans une salle, voilà, c'est du coaching. Donc c'est plein de choses. Voilà donc la manière dont on va pérenniser et s'assurer en tout cas que ça va être mis en place dans la durée. Pour le reste des actions, le Lab RH, il a pour vocation bien entendu à durer. Et puis on fera aussi des retours d'expérience, on réajustera. Et les enquêtes flash, on a d'ores et déjà décidé de les systématiser tous les 3 mois. Voilà, quel que soit le nombre de personnes qui seront en télétravail ou non, puisque finalement, c'est pas ces enquêtes flash, elles ont toute leur pertinence également dans une entreprise qui fonctionne entre guillemets normalement, si tant est qu'on ne refonctionnera de toute façon plus comme on fonctionnait avant. Il y a quand même un avant et un après, et de toute façon, prendre le pouls de ses collaborateurs de manière très chirurgicale et selon moi un facteur de réussite et de développement d'un climat social extrêmement favorable. J'espère avoir répondu à la question de Marilène. Oui, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je n'en vois pas d'autres. Il n'y a pas d'autres questions. Merci Madame Duhamel pour ces perspectives qui nous décalent quand même un peu par rapport aux pratiques habituelles en termes de management et de dialogue social.
Et puis, merci Diane Drubuel aussi pour l'animation dynamique de ce témoignage. Nous passons à la dernière séquence de ce webinaire avec donc Florent Dubu pour une mise en perspective justement sur la façon, les modalités un peu concrètes pour impliquer davantage le management dans la dynamique globale de dialogue social. Florent, c'est à vous. Merci donc pour votre accueil. Je vous mets dans le chat à toute fin utile le lien également vers le site internet de l'ARACT Normandie. Et donc, nous avons effectivement plusieurs perspectives pour justement travailler sur cette implication du management dans le dialogue social. Une des premières perspectives, c'est effectivement la sensibilisation, sinon même la formation des managers sur les enjeux de ce dialogue social. Puis également la clarification de leur rôle dans le dialogue social qui se joue au sein de l'entreprise. La connexion des managers au fonctionnement des instances. Et puis, ce dernier élément, et on va les développer un petit peu, qui consiste à tirer des enseignements sur tout ce qui a pu être innové dans la mise en œuvre de ce dialogue social et des pratiques managériales à l'occasion de cette crise sanitaire. Alors, j'essaye de passer, mais je n'y arrive pas, voilà. Sur la formation des managers, sur la question du dialogue social, il y a plusieurs enjeux. Déjà, c'est arrivé finalement à se positionner dans ce dialogue social, dépasser des craintes aussi sur ce dialogue social, comment il fonctionne, et finalement, voilà, de quelle manière finalement, en jouant son rôle de manager, il va contribuer à cette qualité de dialogue social, notamment en évitant peut-être que certains sujets ne viennent emboliser le fonctionnement des instances, par exemple, et puissent être traités de manière réactive au plus près des situations de travail, au plus près du terrain, sur un certain nombre d'éléments. Il y a aussi finalement cette question qui pour les managers et les encadrants qui ont ce rôle au niveau de l'animation de ce dialogue social, c'est quelles sont les qualités requises pour être un bon animateur de ce dialogue social-là, et donc de pouvoir aussi prendre la mesure et des outils en la matière pour que ça puisse se passer le mieux possible. Sur la clarification du rôle de manager dans le dialogue social au sein des entreprises, là, le petit schéma est assez parlant. Schéma qu'on peut utiliser dans un certain nombre d'interventions qui sont menées au niveau du réseau, c'est de considérer que finalement, il y a plusieurs canaux de communication entre le salarié et la direction, l'encadrement et les représentants du personnel, et que finalement, on a un enjeu vraiment important à connecter ces différents canaux pour éviter une distorsion dans les messages qui peuvent parvenir par la voie de l'encadrement ou par la voie des instances représentatives du personnel. Et donc cet encadrant finalement est un maillon, ces pratiques de management sont des maillons importants, et un déséquilibre d'un côté peut effectivement générer des dysfonctionnements par ailleurs. Donc il y a vraiment un rôle fondamental qui est à jouer dans cette transmission d'informations et en limitant finalement cette distorsion-là. Nous avons aussi ce cas particulier de managers qui peuvent être élus au sein des instances, et donc là, on a peut-être une situation assez particulière à prendre en compte à ce niveau-là, avec ces représentants finalement dans le cadre du dialogue social qui sont aussi managers, avec le risque de conflit d'intérêts ou de difficulté à se positionner à un moment donné, et en même temps de défendre parfois les intérêts d'une certaine catégorie au niveau du personnel. Donc là, il y a vraiment des choses qui nécessitent d'être clarifiées sur en qualité de quoi finalement je m'exprime. Est-ce que je suis ici en tant que manager d'une équipe ou en tant que représentant des managers? Donc il y a pas mal d'éléments qui peuvent être effectivement à clarifier dès l'amont dans le fonctionnement de l'instance, dans ce qui est attendu au niveau de l'entreprise de la part de ses encadrants, de ses managers, afin que ça se passe le mieux possible de ce point de vue-là. Parce que de par leur fonction aussi d'encadrant, de manager, ils sont aussi relais finalement des politiques au niveau de l'entreprise. Donc il y a tous ces éléments-là qui sont effectivement à prendre en compte dans ce cas particulier du manager représentant du personnel. Dans la connexion des managers au fonctionnement des instances, là c'est un exemple d'entreprise.
voilà, l'intérêt, c'est vraiment de considérer qu'on peut créer plus de liens, travailler sur cette flèche horizontale, notamment entre les relations entre l'encadrement et les représentants du personnel, ces instances représentatives, pour éviter que ça ne se joue que dans la relation direction-représentant du personnel et dans une certaine mesure aussi salarié-représentant du personnel, mais qu'il y ait vraiment cette recherche d'équilibre à ce niveau-là. Et donc, l'exemple d'intervention a visé plutôt à repositionner finalement les autres maillons dans ce dialogue social et à considérer, c'est un cas d'entreprise qui constituait son CSE, de pouvoir solliciter et la direction, mais aussi les salariés et l'encadrement dans les attendus de ce que seront finalement le fonctionnement et les modalités particulières de cette instance représentative du personnel qui était nouvelle au moment de sa constitution. Et donc, une démarche qui visait plutôt de l'enquête finalement sur les attentes des uns et des autres selon leur positionnement au niveau de l'entreprise pour constituer une feuille de route pour le dialogue social interne. Donc, vraiment penser cet équilibre-là et quelques outils pratico-pratiques qui peuvent être testés notamment pour connecter les managers dans le fonctionnement des instances et éviter un maximum des écarts qui pourraient apparaître. La possibilité, par exemple, de temps préparatoire, formel ou moins formel, entre les managers et le fonctionnement des instances. Tous ces temps d'échange et d'appropriation sur la conclusion, parce qu'un certain nombre de choses vont devoir être mises en place par le management, notamment de proximité dans le fonctionnement d'un service ou d'une équipe. Et ce sont des décisions qui sont parfois prises dans le cadre du fonctionnement des instances représentatives du personnel. Donc, il y a aussi besoin de cette appropriation et cette connexion par rapport aux choses qui vont impacter demain le fonctionnement d'un service, par exemple. Le fait qu'ils puissent être présents, invités de manière ponctuelle ou plus pérenne au sein des instances, c'est aussi une piste de réflexion et d'action. Le fait qu'il y ait la possibilité d'explications conjointes, ça rejoint l'explication de conclusions ou de décisions qui pourraient être prises. Le fait qu'il puisse aussi y avoir des remontées de terrain qui puissent être organisées aussi de la part de l'encadrement de proximité pour alimenter justement le fonctionnement de ces instances-là est encore une autre piste. Le fait qu'on puisse à un moment donné réajuster, qu'on puisse aussi poser clairement l'expression des uns et des autres dans la place qu'il occupe au niveau de l'entreprise et avec cette place importante, et on sait qu'ils ont une fonction tout à fait singulière et particulière au niveau de l'entreprise, ce rôle d'encadrant, qui puisse aussi être entendu et traité sur ce fonctionnement du dialogue social. Pour ça, effectivement, on a besoin d'un certain nombre de fondamentaux qui sont finalement cette qualité de relation, cette confiance et ce soutien au niveau de la hiérarchie pour que ça puisse pour que ça puisse effectivement être mis en place et se faire dans la confiance. Cette évolution, ce rapprochement entre le rôle du manager et fonctionnement de l'instance. Le dernier point sur la question du retour d'expérience, et ça a été souligné notamment dans le cadre du témoignage, davantage de légitimité, davantage de proximité. On a aussi entendu de réactivité, d'efficacité, voire d'efficience dans le fonctionnement du management et du dialogue social, avec par la force des choses finalement la nécessité de se réinventer, d'innover, de tester de nouvelles choses, de travailler sur l'organisation, mettre en place du télétravail, réorganiser des missions, changer dans les pratiques professionnelles. Et donc tout ça finalement a induit un fonctionnement au niveau du management et du dialogue social dans les instances, des pratiques qui sont nouvelles, qui ont pu être jugées beaucoup plus efficaces, en tout cas beaucoup plus intéressantes, qu'on ne se serait pas forcément autorisé à tester ou à fonctionner autrement dans le monde d'avant, dans un contexte peut-être moins dégradé, certes, mais qui nécessitait sans doute une plus grande inertie. Donc cette transition, ces effets-là induits par la crise peuvent être finalement assez positifs, à condition de pouvoir en tirer des enseignements, de pouvoir en tirer des effets bénéfiques, de maintenir ce qui a pu fonctionner, et puis identifier aussi ce qui a pu dysfonctionner dans le fonctionnement du dialogue social ou du management pour éviter de reproduire à l'avenir ces difficultés quand
finalement, on rencontre les entreprises, on a bien conscience, et les entreprises ont bien conscience qu'il y a un avant et un après, et que dans cet après, on pourra essayer de tirer des enseignements de tout ça, et pas revenir finalement, faire table rase de ce qui s'est passé pendant la période de crise, mais d'essayer vraiment de tirer des bénéfices de ces pratiques assez particulières, qui étaient dictées par le contexte, mais qui, malgré tout, peuvent être sans doute pérennisées pour certaines, en tout cas celles qui ont produit le plus d'effets pertinents. Je vais repasser la parole à Diane Dubruel pour la suite des différents éléments. Merci à vous. Merci Florent pour cette présentation, effectivement, qui nous donne quand même à voir des axes de travail possibles et concrets pour renforcer la présence du management dans la dynamique de dialogue social. Vous pouvez retrouver effectivement sur le site de l'ARACT Normandie différents travaux sur les questions du management et du dialogue social. C'est également une ARACT très active sur ces deux thématiques. Merci Florent. Merci. Diane, pour conclure ce webinaire, tout à fait. On voulait vous proposer pour conclure ce webinaire, finalement, de dire un mot sur la façon dont on compte construire une suite à ce webinaire, et une suite si possible en présentiel, parce qu'on voit bien là à quel point les échanges sont un peu retenus, voire empêchés par le format distanciel, et nous en sommes très frustrés. Et donc, pour aller plus loin, voilà ce qu'on a à vous proposer. Diane, Merci Laurence. Donc effectivement, hein, on l'a dit, réalité du dialogue social qui se déploie en Hauts-de-France depuis janvier 2021 et qui co-construit également un partenariat avec l'ARACT dans le nord de la France, et non en Hauts-de-France, mais certainement en Hauts-de-France, voire, on l'a vu même, avec la Normandie, et qui se propose donc de lancer un cycle d'échanges. Alors pour l'instant sous format de web échange, mais on l'a dit, hein, et on le voit là, c'est une thématique quand même voilà, sur laquelle on a envie de discuter, on a envie d'échanger, on n'a pas de questions, et on se dit mais c'est sûr que si on était en présentiel, on aurait des questions et on pourrait en échanger. En tout cas, le but et en tout cas nos ambitions pour ces échanges, toujours en ayant le dialogue social comme priorité et comme levier fondamental de développement, c'est de mettre en débat des pratiques innovantes, de vous apporter, ou en tout cas de vous suggérer des cadres ou des outils de réflexion ou de pratiques, comme on l'a vu aujourd'hui avec la participation de Tiffaine, et des pratiques RH innovantes chez DLPK. Voilà, et de toujours essayer de se renouveler pour évoquer des pratiques toujours plus ambitieuses et plus innovantes. Voilà, Laurence, pour ce que j'avais à en dire. Pour poursuivre, nous vous invitons à vous reporter à l'onglet sondage. Donc, vous avez chat, questions, sondage. Vous pouvez cliquer sur l'onglet sondage et vous allez avoir un certain nombre de thèmes apparaître. Et la question que nous vous posons, c'est de savoir quel thème vous aimeriez voir abordé lors d'un cycle d'échange sous format de web échange ou en présentiel. Donc, le travail à distance, le télétravail, un thème assez classique, mais dont le dialogue social s'empare activement en ce moment. La question aussi des réorganisations, des problématiques économiques, des PSE et l'impact que ça peut avoir sur l'organisation du travail et les conditions de travail. Les retours d'expérience et espaces d'expression pour les salariés. Alors, on a vu l'importance que ça pouvait avoir d'avoir des retours et du retour terrain. Les enjeux aussi de transition écologique et quelle place le dialogue social peut avoir dans cette évolution majeure qui attend les entreprises. Relocalisation d'activités et conception. Aussi, on a vu que c'était une autre en surprise de la crise. C'est un phénomène de relocalisation de certaines activités industrielles
plus ou moins stratégiques dans nos territoires. La QVCT en période de reprise. Alors, la QVCT, c'est la qualité de vie et les conditions de travail. C'est le terme utilisé dans l'accord national interpro de décembre 2020 par les partenaires sociaux pour relancer une dynamique de négociation sur la qualité de vie au travail dans les entreprises. Et puis, dernier thème, les relations de travail et les problématiques de conflictualité. On a vu, de toute façon, travailler ensemble, c'est aussi parfois s'accrocher. Et donc, c'est un thème aussi important. N'hésitez pas donc à répondre aux thématiques qui vous semblent importantes de voir traitées en priorité. Donc, vous n'avez qu'un choix possible. Donc à vous. Et donc, on voit apparaître ensuite, quand vous avez voté, vous voyez apparaître l'importance de chaque item. Donc là, c'est très clair. Hein. On a quand même on va attendre encore quelques minutes, mais on a quand même un thème qui se dégage de façon très importante, les relations de travail et la conflictualité. Effectivement, on voit que c'est un sujet majeur dans les entreprises et surtout d'aujourd'hui, avec des problématiques de tension dans les équipes important qu'il va falloir prendre à bras le corps pour éviter que la dégradation des relations s'enquiste. Donc, très nettement. Ensuite, retour d'expérience et espace d'expression pour les salariés. Donc, ça, c'est intéressant aussi d'avoir ce besoin-là. Et vous pouvez trouver auprès des ARACT une offre sur le retour d'expérience, effectivement. Et je pense aussi au témoignage de Madame Duhamel, hein, qui a, avec les enquêtes flash, a aussi organisé dans son entreprise une modalité finalement de retour d'expression pour les salariés. La QVCT, 10%. Le travail à distance, 5%, ça veut dire que c'est bien maîtrisé dans les entreprises. Et puis, réorganisation, impact des PSE sur les conditions de travail. Il y a une petite demande. Et voilà, c'est peut-être conjoncturel. Et puis, en dernier, la transition écologique et le rôle du dialogue social. Bon, nous, on pensait que c'était un vrai sujet, ça. 5%, c'est quand même pas énorme. Donc, écoutez, on reviendra, comme Maud l'a expliqué, on reviendra vers vous, vers chacun d'entre vous, pour vous proposer une série d'ateliers que nous allons construire avec nos collègues de l'ARACT et notre partenaire réalité du dialogue social. Et dès le mois de septembre, les premières dates vous seront proposées. Pour conclure, je termine en vous présentant les webinaires qui vont terminer cette semaine. Hein. Vous avez cet après-midi un webinaire dans une entreprise, Leroy Merlin, pour échanger justement sur le rôle du CSE dans la crise. Vous avez aussi un webinaire sur la transition écologique et le rôle et l'impact sur les conditions de travail, et puis d'autres sujets comme la question du handicap ou la question du télétravail, avec toutes les problématiques juridiques que les entreprises continuent à se poser sur le télétravail, tant le cadre peut être un petit peu large. Eh bien, écoutez, notre webinaire s'achève. Je remercie chaleureusement toutes les contributrices et le contributeur, donc Madame Stéphane de Réalité du Dialogue Social, Diane Dubrel-Motte également de Réalité du Dialogue Social dans le pilotage de son déploiement en région, et puis Madame Duhamel Tiphaine pour son témoignage, sans oublier mes deux collègues, Florent Dubu et Marilène Copy. Le diaporama vous sera également disponible, et puis le webinaire sera également disponible en replay. Merci à vous et bonne journée. Merci à toutes et tous. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée aussi. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.